Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour suivre notre émission de ce soir. Je réponds directement à la question qui m'est posée. Beaucoup d'appels à tout moment. On m'a appelé pour me poser la question. Il dit, mais pasteur, vous aviez dit les 15, Kagame va quitter. Mais nous sommes les 15, Kagame n'a pas quitté. Donc Kagame a tenu tête contre les Occidentaux. Kagame. Et alors, pasteur, quelle sera la suite maintenant? Maintenant que Kagame a refusé de quitter la RDC, maintenant, pasteur, nous sommes finis. Alors, je m'en vais vous dire d'abord une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est laquelle? Les refus de Kagame. Que ce soit l'acceptation de Kagame, que ce soit les refus de Kagame, c'est toujours dans notre avantage. Pourquoi dans notre avantage? Parce que d'abord, ceci confirme tout ce que le président Félix Tshisekedi avait dit depuis plusieurs années, que Kagame n'acceptera jamais de quitter la RDC. On lui a dit non, accepte de cesser les feux et laissez-nous faire. Le président Félix a dit, je connais Kagame, il n'acceptera pas. Et alors, tout ce temps, les gens ne croyaient pas. Les gens disaient que non, il y a quand même une bonne volonté. Il a manifesté la bonne volonté. Il dit, je connais ce monsieur, il ne fera pas. Et aujourd'hui, je pense que le monde entier a donné raison à Félix Tshisekedi pour dire qu'il avait raison de ne pas croire en ce monsieur. Il avait raison de ne jamais croire en lui. Parce qu'il disait toujours à tout le monde. Il dit, vous pouvez vous mettre avec lui aujourd'hui. Demain, il va changer. Il est toujours comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde donne raison à Félix Tshisekedi. Ça, c'est la première chose, une très bonne nouvelle pour nous. Ça confirme tout ce que Félix a toujours dit sur Kagame. La deuxième chose, quand quelqu'un vous donne un préavis, il vous dit, je vais vous faire sortir, d'ici les 15, vous devez dégager dans ma maison. Et vous, les 15, vous êtes là et vous ne dites rien. Qu'est-ce que la personne va faire? Quand on vous donne un préavis, un ultimatum, ça ne veut pas dire que non, nécessairement, ce jour-là, tu es parti. Tu peux refuser de partir de la maison, même de la maison de quelqu'un. Tu peux refuser de partir, je ne pars pas. N'est-ce pas? Il y a une possibilité. Kagame peut demander une dérogation. Il dit non, non, je n'ai pas été prêt. Ou alors, il fait le front. Il dit non, non, je ne sortirai pas de la RDC. À condition, peut-être qu'il donne des conditions aux Américains. C'est ce qu'on va voir. Et pourtant, la date du 15, c'est lui-même qui avait proposé. Il a dit aux Américains que non, voilà, moi, vous me laissez le temps, je vais partir. D'ici les 15, je vais sortir. Et arrivé ces 15, il s'est entêté. Pourquoi? Peut-être Macron lui a promis des choses. Peut-être qu'il avait aux États-Unis des gens qui lui ont promis des choses et dit non, non, ne quitte pas. Nous allons essayer de parler avec Trump. Malheureusement, la personne qui tenait pour lui est morte. Cette personne qui tenait vraiment, qui parlait pour lui, cette personne vient de mourir. Aussi, au Qatar, la personne qui comptait, sur qui il comptait, cette personne aussi est morte. Voilà pourquoi on dit il faut jamais compter sur les gens. Kagame s'était appuyé sur c'est un certain lobbying américain et surtout sur les lobbying européens. La troisième chose, la troisième bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que, avant de partir, Kagame avait décidé de laisser Kalemi entre les mains de M23. Il avait pris la décision de laisser Kalemi entre les mains de M23. Mais aujourd'hui, nous sommes les 15. Kagame, bien sûr, n'est pas parti. Mais il a décidé de laisser Kalemi entre les mains de M23. Et jusque-là, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas réussi, comme ils avaient prévu avant les 15, d'avoir Kalemi et de foncer vers Lubumbashi et autres. Jusque-là, en tout cas, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils étaient en train de faire. Bien sûr, on peut pas s'endormir sur ça. Et nous sommes toujours vigilants pour savoir qu'à Kalemi, là où ils étaient très sûrs que non, des 15, ils vont être à Kalemi et tout ça. Mais alors, une quatrième bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'engagement de la Russie aux côtés du Burundi. Cette donnée de la Russie a amené un autre mouvement pour la guerre en RDC. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que la France est dedans. Et là, la guerre cesse d'être congolaise, elle devient de plus en plus une guerre internationale. Alors, la question que vous êtes en train d'attendre tous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez. Il y a près de 4 plans que les Américains vont faire. Le premier plan, c'est le plan de Savimbi. Savimbi, les Américains lui avaient dit d'entrer dans le processus normal de la démocratisation. Quand ils arrivent à l'approche des élections, Savimbi a demandé la présidence de l'Angola. Savimbi a demandé la présidence de l'Angola, donc on dit, mais on a dit à Savimbi, dit non, ça on ne peut pas faire ça, on ne peut pas te donner la présidence, vous venez à peine de commencer le processus, mais c'est Eduardo Santos qui doit continuer, vous faites les élections, c'est lui qui va gagner, lui a demandé qu'il soit président de la République. Si vous ne me donnez pas, parce qu'à ce moment-là, ils étaient partis, il y avait Lusaka 1 et Lusaka 2, ils sont partis en négociation. Savimbi a exigé que Eduardo Santos puisse lui laisser le trône et que lui devienne président de l'Angola. Et ça, Eduardo avait refusé. Et Savimbi s'était entêté contre ce que les Américains lui avaient dit.
Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont été obligés de l'éliminer physiquement. Ça, c'est le plan Savimbi. Commençons avec le deuxième plan, c'est le plan Mobutu. Le plan Mobutu, on avait dit à Mobutu de quitter et de laisser le pouvoir. Notamment quand il y avait des élections, de démocratiser les élections et tout ça. Et les Américains avaient laissé Mobutu au début des années 90. C'est là qu'ils avaient laissé Mobutu. Mobutu a résisté pendant 7 ans. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, comme il ne comprend pas, comme il ne veut pas lâcher, comme il est, tous les dictateurs ont toujours les mêmes réflexes, comme il ne veut pas lâcher, on lui crée une rébellion. Ça sera le deuxième plan. Si ce n'est pas l'élimination physique, on peut créer une rébellion au Rwanda. Et cette rébellion peut aller jusqu'à faire tomber Paul Kagame. Donc, peut-être l'un de ces 3 ou 4 jours, les Américains peuvent créer une rébellion pour le faire partir. Et ça, vous devez le savoir. Les Américains, quand ils vous disent que non, il va quitter les 15, ne croyez pas que les Américains se taisent, ils croisent les bras pour attendre ce que tu vas faire. Non, ils préparent déjà le plan. Et s'ils ne quittaient pas, voici ce que nous allons faire. Donc, il y a déjà un plan qui a déjà été préparé par la CIA parce que Kagame ne peut pas ridiculiser une grande puissance comme les États-Unis. Et alors, le troisième plan, le quatrième plan que les Américains peuvent faire, c'est le plan Maduro. À Maduro, on lui avait donné un ultimatum lui aussi, comme on a donné à Kagame. On lui avait donné beaucoup de temps pour qu'il puisse s'amender par rapport aux États-Unis. Maduro s'était entêté, il s'était entêté contre les Américains. C'est ainsi qu'ils avaient utilisé le plan Maduro. Ils sont venus les capturer chez lui, à la maison. On l'a pris et puis on est parti avec lui aux États-Unis. C'est un plan que les Américains peuvent utiliser. Et le dernier plan, qui peut être plausible, c'est d'activer la guerre, la guerre entre la RDC et le Rwanda. À ce moment-là, la RDC peut déclencher, parce que jusque-là, le président Félix Tshisekedi n'avait jamais opté pour la guerre, pour attaquer le Rwanda ou même faire du mal au Rwanda dans son propre territoire. Le Rwanda n'a jamais subi ça. C'est pourquoi le Rwanda est tranquille, Kagame est très tranquille, parce qu'il n'a jamais subi la guerre dans son propre territoire. Mais alors, le cinquième plan pourra être de faire la guerre dans le territoire rwandais. C'est le plan que la MONUSCO est en train de craindre, parce qu'il peut y avoir un grand nombre de morts. C'est le plan que la MONUSCO est en train de craindre. Alors, ils sont obligés de dire à Kagame de quitter la RDC. S'il ne quitte pas, le plan sera la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda, la RDC et le Burundi vont finalement fusionner leurs forces pour attaquer le Rwanda. Et la guerre sera dans le territoire rwandais. Et c'est ce que Kagame est en train de chercher. Peut-être il attendait ça pour devenir les héros. Et peut-être avec ça, parce que c'est ce qui l'a aidé aujourd'hui, cette pitié internationale, c'est ce qui l'a aidé aujourd'hui à être ce qu'il est. Attendons voir, peut-être c'est l'un des plans qui peuvent se réaliser ou ne pas se réaliser. Nous sommes en train d'attendre voir. Alors, une dernière chose, beaucoup de gens m'ont posé la question, qu'est-ce sont partis faire les soldats congolais? Ils sont descendus à l'aéroport de Goma avec la MONUSCO. En fait, la question, je vous réponds, c'était juste pour la surveillance du cessez-le-feu, d'après ce que la MONUSCO avait prévu. Mais au fait, c'est aussi un autre plan des Américains qui est caché, qui n'est pas encore révélé. Donc, attendez-vous à tous ces 5 plans qui peuvent arriver, soit l'élimination physique de Kagame, ou soit on va créer une rébellion dans son propre pays, ou soit ils peuvent venir les prendre et les capter, ou alors on va renforcer la RDC et le Burundi pour faire la guerre à l'intérieur du Rwanda. Alors ce sont des possibilités. La CIA peut aussi l'éliminer physiquement. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en réalité, les Américains, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils ont toujours eu leur plan. Mais au moins, il y a une chose. Kagame ne peut pas humilier une puissance comme les États-Unis. Ils ne peuvent pas accepter de se faire humilier par Kagame. Ça, c'est déjà quelque chose de très bon pour nous, Congolais. Nous pouvons dire au moins, là, nous pouvons avoir le feu vert. Parce que le président Félix Tshisekedi a utilisé tous les moyens. Il est temps peut-être que le président Félix Tshisekedi et le président Ndayishimiye activent les derniers plans qui n'avaient pas encore été activés pour inquiéter Kagame dans son propre territoire. Quand lui bombarde en RDC, il n'a jamais reçu de bombes. Kigali, c'est un petit pays. On peut commencer la guerre le matin à Kigali. D'ici 12 heures, on est dans la capitale. Parce que c'est un petit pays et la route est très bien asphaltée. Chez nous, ce sont des forêts. C'est difficile d'arriver dans la capitale, il n'y a pas de route. Mais chez lui, il a bien arrangé les routes. C'est-à-dire pour atteindre Kigali, ce n'est pas un problème difficile. C'est très facile pour atteindre. De Goma à Kigali, c'est moins de temps. On peut facilement faire tomber Kigali dans peu de temps. Mais alors, cette option-là, la RDC ne l'a jamais prise. Et peut-être quand la RDC va la prendre, Kagame prendra des choses très au sérieux. Merci beaucoup à vous qui me suivez. Soyez calmes.
tout est sous contrôle. Moi, je suis député national et je suis un élu, je ne suis pas un nommé. J'ai joui de ma liberté d'expression en tant qu'élu du peuple. Je vous confirme ici, avec conviction, que depuis que le M23 a commencé, avant même l'arrivée de l'AFC, il y avait des experts militaires français qui étaient avec eux depuis Tchanzu. Et je connais certains qui ont fait partie de la Légion française, dont certains d'origine béninoise, que je connais personnellement. Donc, on a même eu à informer les services compétents, mais rien n'a été fait. Moi, je crois que nous devons avoir le courage aujourd'hui de dénoncer tout haut l'implication de la France dans cette guerre. Macron est en train de jouer un mauvais jeu. C'est vrai que le peuple français nous accompagne, mais l'administration française sous Macron n'est pas avec nous. Pour des intérêts personnels, notamment avec Kagame, qui a fourni des troupes au Mozambique pour sécuriser leurs intérêts, notamment en Centrafrique, les Français, l'administration française n'est pas avec nous. Et c'est inadmissible. Je confirme ici que nous, les Ouazalendo, nous avons capturé des militaires français. Au moment où nous parlons, et maintenant ici, pas plus tard qu'avant-hier, on a capturé encore un autre, un Français d'origine béninoise, à Kipupu. Kipupu, c'est le chef-lieu de Mwenga, où ils voulaient reprendre Mwenga pour sortir par Maniema, parce qu'à partir de Mwenga, on peut atteindre de Mwenga. Et plus grave encore, ils sont en train d'instrumentaliser certains groupes armés, notamment les groupes armés du général Mayaya, de Pygmées, qui sont venus, imaginez-vous, de Katanga. Ils sont aujourd'hui en train de se battre à Kabambare pour se frayer un chemin, venir se battre au Haut-Plateau. Vous vous rendez compte déjà que et ça c'est Kabila. C'est Kabila qui avait monté déjà ces... Cette question est importante. C'est l'acteur principal puisque c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui a envahi le Congo RDC. Ses motivations, c'est de revoir, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, les frontières établies par la conférence de Berlin en 1885. C'est-à-dire qu'il a une visée territoriale de prédation sur l'est de la RDC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus changer les frontières aussi brutalement, même si Poutine essaye de le faire dans le cas de l'Ukraine. Donc il utilise un groupe qui est le M23, qui est complètement armé et aux ordres du Rwanda, et il veut une négociation entre Kinshasa et ce M23. Une négociation pour quoi faire? Pour que le M23, qui représente le Rwanda, ait une tutelle et administre cette zone pour le compte du Rwanda. Donc il veut en fait dominer cette région de l'Est de la RDC à travers ce groupe armé. C'est clair. Et alors il met en avant des objectifs totalement mensongers qui sont la défense des Tutsis. Mais si on veut défendre... il remonte à la guerre, enfin au génocide au Rwanda en disant que la RDC aide ou maintient des génocidaires dans son pays. Quoi, oui, ça. La RDC même persécuterait les Tutsis congolais. Seulement en envoyant une milice composée de Tutsis, le M23, c'est pas le meilleur moyen de protéger les Tutsis localement, bien évidemment. D'autre part, son deuxième grief, c'est qu'il y a un groupe constitué de Hutus. Les Hutus, c'était les génocidaires en 1994. Une partie de ces génocidaires se sont réfugiés au Congo en 1994. Ils ont eu des enfants, probablement, qui forment aujourd'hui le groupe qui s'appelle FDLR. Et selon Kagame, ce groupe menacerait la sécurité du Rwanda. Et ça, vous nous dites que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte parce que tous les spécialistes estiment que le FDLR ne menace pas réellement la sécurité du Rwanda. Donc c'est un prétexte. C'est devant les députés nationaux réunis en séance plénière que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a présenté le projet de loi de programmation militaire 2027-2030 ainsi que la réforme de la loi cadre régissant les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce texte vise à doter les FARDC d'un cadre de planification et de financement permettant d'accélérer leur modernisation et leur professionnalisation afin de mieux répondre aux menaces sécuritaires internes et externes. Arrivée à échéance en 2025, la précédente loi de programmation militaire avait jeté les bases de la réforme du secteur de la défense. Le nouveau projet entend adapter cet outil aux réalités opérationnelles actuelles et aux exigences d'une armée moderne, mieux équipée et plus performante.
Dans son exposé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, est revenu sur les difficultés qui ont freiné l'exécution de la précédente programmation avant de présenter les 6 axes prioritaires de la période allant de 2027 à 2030. Ceci porte notamment sur le renforcement de la formation, l'acquisition d'équipements, la modernisation des infrastructures militaires, l'intensification de l'entraînement et des opérations, le développement du renseignement militaire ainsi que la promotion d'une industrie nationale de défense. Après avoir identifié les défis et les contraintes ayant caractérisé la précédente loi de programmation militaire, ces beaux jeux de mots s'articulent autour des 6 programmes majeurs dont l'administration générale qui place l'homme au centre des dispositifs de défense nationale et conditionne les autres pour l'instruction, la formation et la recherche militaire, les équipements et les matériels, la modernisation des infrastructures, l'entraînement, les opérations, les renseignements militaires ainsi que l'industrie de défense. Comme on peut s'en apercevoir, la présente loi de programmation militaire définit les priorités nationales en matière de défense nationale et établit un cadre de programmation financière pluriannuelle visant le renforcement des capacités opérationnelles et le développement des forces armées de la République démocratique du Congo. Au terme de sa présentation, Maître Guy Kabombo Modian-Vita a insisté sur la nécessité d'inscrire les ressources prévues par cette loi dans les prochaines lois de finances. Selon lui, un financement conséquent constitue la condition essentielle pour réussir la transformation des FARDC et renforcer durablement les capacités de défense de la RDC. C'est devant les députés nationaux réunis en séance plénière que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, a présenté le projet de loi de programmation militaire 2027-2030 ainsi que la réforme de la loi cadre régissant les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce texte vise à doter les FARDC d'un cadre de planification et de financement permettant d'accélérer leur modernisation et leur professionnalisation afin de mieux répondre aux menaces sécuritaires internes et externes. Arrivée à échéance en 2025, la précédente loi de programmation militaire avait jeté les bases de la réforme du secteur de la défense. Le nouveau projet entend adapter cet outil aux réalités opérationnelles actuelles et aux exigences d'une armée moderne, mieux équipée et plus performante. Dans son exposé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modian-Vita, est revenu sur les difficultés qui ont freiné l'exécution de la précédente programmation avant de présenter les 6 axes prioritaires de la période allant de 2027 à 2030. Ceci porte notamment sur le renforcement de la formation, l'acquisition d'équipements, la modernisation des infrastructures militaires, l'intensification de l'entraînement et des opérations, le développement du renseignement militaire ainsi que la promotion d'une industrie nationale de défense. Après avoir identifié les défis et les contraintes ayant caractérisé la précédente loi de programmation militaire, ces beaux jeux de mots s'articulent autour des 6 programmes majeurs dont l'administration générale qui place l'homme au centre des dispositifs de défense nationale et conditionne les autres pour l'instruction, la formation et la recherche militaire, les équipements et les matériels, la modernisation des infrastructures, l'entraînement, les opérations, les renseignements militaires ainsi que l'industrie de défense. Comme on peut s'en apercevoir, la présente loi de programmation militaire définit les priorités nationales en matière de défense nationale et établit un cadre de programmation financière pluriannuelle visant le renforcement des capacités opérationnelles et le développement des forces armées de la République démocratique du Congo.
Au terme de sa présentation, Maître Guy Kabombo Modianvita a insisté sur la nécessité d'inscrire les ressources prévues par cette loi dans les prochaines lois de finances. Selon lui, un financement conséquent constitue la condition essentielle pour réussir la transformation des FARDC et renforcer durablement les capacités de défense de la RDC. Mot de remerciement à l'issue de la session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo tenue à Kinshasa. Quinoises et Quinois, du 6 au 10 juillet 2026, la ville de Kinshasa a eu l'honneur d'abriter la session extraordinaire de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, COPAP RDC en sigle. Paris gagnait ensemble pour la tenue de ces assises hautes en couleur et en portée républicaine. Notre profonde gratitude s'adresse tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé qui met la RDC sur l'orbite d'un développement tous azimuts comme jamais auparavant, à qui nous rendons un vibrant hommage. Ensuite, mention spéciale aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour avoir rehaussé de leur présence ces assises. Sincère remerciement également à la Première ministre, chef du gouvernement, pour sa bienveillance. Une mention spéciale à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour en avoir pris l'initiative et pour son accompagnement quant à ces Quinoises et Quinois. Pendant 5 jours, dans un esprit de franchise et de responsabilité, les brillants exposés des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de leurs excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, ministre de la Communication et des Médias, ainsi que d'autres éminents orateurs, nous ont permis d'identifier le mot qui mine nos provinces respectives et d'en dégager des pistes de solutions concrètes, notamment pour assurer la stabilité des institutions provinciales prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, gage du développement à la base. La COPAP RDC réaffirme son engagement à accompagner la vision du chef de l'État et réitère sa détermination à être le relais institutionnel entre le pouvoir central et nos assemblées provinciales respectives. Nos sincères remerciements s'adressent également à tous nos collègues présidents des assemblées provinciales, membres de la COPAP RDC, qui ont tous répondu présents, ainsi qu'aux différentes délégations qui les ont accompagnés. Au gouverneur de la ville de Kinshasa, je réitère mes très sincères remerciements pour sa présence et son accompagnement à la réussite de ces assises. C'est ici l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement mes collègues députés provinciaux élus légitimes de la ville de Kinshasa pour leur intervention et participation active au sein des différentes commissions. Quinoises et Quinois, pour la toute première fois, 24 drapeaux ont flotté et continueront à flotter au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en représentation de 24 communes que compte notre ville. Ceci témoigne du souci permanent de vos 48 élus de prendre en compte le besoin réel de nos populations dans notre mission de légiférer et de contrôler afin d'améliorer le mieux-être de tous. Et par cette occasion,
je vous exhorte de continuer à nous faire confiance. Rendez-vous est pris au mois de février 2027 à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour la prochaine session de la COPAP RDC. Que vive la COPAP RDC, que vive la République démocratique du Congo. Honorable Lévi Mbuta Sangupamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et premier vice-président de la COPAP RDC. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.